Tout le monde, bienvenue à la formation d'aujourd'hui qui porte sur les communications comme outil pour atteindre les objectifs de votre comité local. Donc, ça fait partie évidemment de la série. Donc, je pense que pour tous ceux et celles qui sont ici, c'est pas votre première formation avec nous cet été. Donc, ça fait partie de la série de formation des leaders EUMC. Et on est à la première session de juillet. Puis ça va être suivi par les 4 sessions sur les 5 piliers pour offrir un soutien scolaire et social de qualité aux étudiants TER. Donc, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est en fait d'apprendre comment est-ce qu'on peut développer et mettre en place une stratégie de communication pour vous permettre d'atteindre les objectifs qui ont été fixés par votre comité local. Donc, que ce soit en termes du parrainage, que ce soit en termes d'engagement du public, d'activité, que ce soit en termes de recrutement, de gestion de votre comité local, la communication est clé derrière toutes ces sphères-là. Donc, on va faire une petite introduction, ce que je suis en train de faire en ce moment, puis on va avoir une petite activité pour être sûr qu'on se connaît bien parmi les 6 personnes. Puis ensuite, on va vraiment parler du développement d'une stratégie de communication dans le cadre d'un comité local. Qu'est-ce que ça implique? C'est quoi cette bébête-là? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Donc, on va vraiment regarder ça ensemble. Donc, cette première partie-là, ça va vraiment être moi qui va parler plus. Mais après ça, on va discuter ensemble, on va faire une activité en équipe aussi pour que vous puissiez appliquer ce que vous allez apprendre et mettre en pratique dans une petite simulation. Puis on va finir ça sur comment est-ce qu'on peut communiquer de manière responsable. Donc, c'est quoi les détails, c'est quoi les points qu'il faut prendre en considération quand on fait ou quand on développe une stratégie de communication, puis quand on veut communiquer avec les autres de la part de notre comité local. Donc, règle de fonctionnement, c'est la même chose. Donc, la session est enregistrée. On va couper au montage les bouts où est-ce que vous vous présentez et les bouts où est-ce qu'il y a des activités de groupe. Mais la portion où est-ce que moi je parle va être enregistrée et rendue disponible sur le site Internet de la formation de cet été. Et même chose pour les diapositives, ça va être partagé par la suite. Donc, vous allez y avoir accès. Comme j'ai mentionné au début, on se garde en sourdine quand quelqu'un d'autre parle, mais n'hésitez vraiment pas à allumer votre caméra, votre micro quand vous voulez interagir avec les autres ou poser une question. Et il y a toujours, bien entendu, la boîte de chat ou la boîte de discussion si jamais vous n'avez pas de micro ou que vous préférez taper ou écrire vos questions plutôt que les poser de vive voix. Donc, les directives pour favoriser l'inclusion, je ne vais pas m'attarder tant que ça, on les répète à chaque début de session, mais en gros, parce qu'on va en parler plus tard, plus en détail, mais de vraiment faire attention, puis d'être consciente quand on s'adresse ou quand on discute, qu'on fait partie d'un groupe ou dans n'importe quelle situation de notre vie, de notre position, de notre expérience, de notre bagage, puis de la façon dont on parle. Donc, on vous demande de simplement, comme vous faites normalement dans la vie de tous les jours, essayer de réfléchir un peu avant de penser, avant de parler. Je crois que vous pouvez réfléchir avant de penser aussi, c'est au choix. Donc, de garder la confidentialité, de partager certaines expériences que vous avez la permission de partager tout en respectant, comme je disais, l'anonymat ou la confidentialité de la personne en question, à moins que cette personne-là vous ait spécifiquement donné l'autorisation de dire « oui, ça c'est mon histoire et tu as le droit de la raconter en mon nom ». Donc, tous des petits détails à garder en tête quand vous faites une intervention en général. Donc, on peut voir qu'il y a quand même différentes... Pourquoi j'ai une slide de questions? Donc, il y a quand même différentes façons de communiquer, différentes façons d'aller chercher l'intérêt des gens pour atteindre l'objectif que vous êtes fixé. Donc, dans certains cas, c'était le recrutement. Dans d'autres cas, c'était du financement. Donc, en fait, communication, quand on revient vraiment à la base, c'est une technique pour communiquer. Donc, c'est la façon qu'on va utiliser. Donc, c'est une relation qui va se bâtir, qui intervient dans comment on veut faire fonctionner les choses. Donc, que ce soit par un échange de signes, donc juste
en faisant aller la main comme ça, normalement, sans dire quoi que ce soit, la personne, elle va répondre avec le même signe de main, puis on a une compréhension, du moins en Amérique du Nord, que quand on fait aller la main comme ça, on veut dire bonjour ou on veut dire hey! Plus la main va vite, plus soit il y a de l'enthousiasme ou il y a attention, je veux te dire quelque chose. Donc, juste avec certains signes, on est capable, mais il y a aussi des messages qu'on doit communiquer verbalement, qu'on doit communiquer par écrit. Puis ça implique toujours qu'il y a un émetteur et une personne qui va recevoir le message. Donc, ça va toujours dans une direction. Ça peut revenir comme ça peut être unidirectionnel, tout dépendant de l'objectif que vous êtes fixé. Donc, dans le sens professionnel du terme, ça, c'est simplement pour vous le mentionner, on ne se concentrera pas là-dessus dans l'atelier, mais communication, ça englobe vraiment beaucoup de choses. Donc, vous avez les relations publiques, donc bâtir une image d'une organisation, d'une entreprise, développer des partenariats, faire valoir son point de vue au gouvernement. Donc, vraiment se positionner en tant qu'entreprise, en tant que joueur dans un certain secteur. Ça inclut aussi tout ce qui est relatif à la marque. Donc, vous avez probablement déjà vu le logo de l'EUMC. Si vous ne l'avez pas vu, puis que vous faites partie d'un comité local, normalement, il y a un petit problème au niveau de notre image de marque. Donc, dites-nous-le si vous n'avez jamais vu le logo. Ça inclut aussi tout ce qui est imagerie visuelle. Ça inclut les couleurs aussi. Donc, la plupart d'entre vous ont probablement déjà vu vos collègues de comité local porter le T-shirt bleu de l'EMC. Donc, c'est un bleu qui est particulier, qui est vraiment le bleu de l'EMC. Donc, c'est un bleu qu'on a créé et qu'on utilise tout le temps. Pardon, donc le bleu, par exemple, que vous pouvez voir dans le bas de mon écran ou encore la couleur du titre de la slide. Ça inclut aussi les messages clés. Donc, tout ce que vous communiquez, donc toutes les causes pour lesquelles une organisation, une entreprise vont travailler, ça fait partie de la communication. Ça inclut aussi les relations médiatiques, donc donner une entrevue, émettre un communiqué de presse, essayer de contacter les médias pour publier un article. Les médias sociaux aussi, ça rentre là-dedans. Donc souvent, quand on va parler de communication dans un comité local, les premières choses que vous allez mentionner, ça va être les médias sociaux. Il y a tellement plus de choses que ça d'inclus dans la communication que c'est pour ça que c'est important d'en parler parce que si on ne communique pas, souvent la mauvaise communication est une des raisons pour lesquelles un comité local ou une entreprise ou une organisation ne sera pas capable d'atteindre l'objectif qu'ils se sont fixés, soit parce qu'ils n'ont pas communiqué à l'interne, donc tous les membres du comité local ne sont pas sur la même longueur d'onde, donc une personne pense qu'il faut faire telle chose, une autre personne pense qu'il faut faire telle chose, puis finalement, personne finit par le faire parce qu'il n'y a pas eu une bonne communication à l'interne, ou aussi que le message n'a pas passé à l'externe. Donc, quand vous faites, par exemple, une table en personne pour le recrutement, mais si votre message n'est pas clair ou que c'est difficile à comprendre, les gens n'arrêteront pas à votre table pour écouter ce que vous avez à dire. Ils vont dire, ben oui, on de quoi qu'ils parlent, j'ai pas envie de parler, puis ils vont continuer. Donc, c'est pour ça que la communication, c'est encore plus important. Donc, amasser des fonds, recruter des membres et on inclut le soutien aux PER, aux étudiants PER dans recruter les membres parce qu'on voit les étudiants parrainés comme faisant partie intégrante du comité. Donc, ils rentrent sous cette branche-là, un peu de la communication. Puis, augmenter la visibilité, la présence sur le campus, puis informer les personnes. Donc, c'est ce qu'on identifie comme étant les 3 points clés de communication pour que les comités locaux puissent atteindre leurs objectifs. Et donc, en établissant une stratégie de communication, puis là, ça peut paraître un gros mot, stratégie de communication, mais vous allez voir que c'est pas une si grosse bébite que ça. C'est simplement une planification de comment est-ce que vous allez communiquer pour atteindre vos objectifs. Donc, ça vous permet d'être efficace, d'identifier qu'est-ce que vous voulez dire, où vous allez le dire et à qui, puis comment vous allez partager cette information-là. Donc, est-ce que ça va être
en personne? Est-ce que ça va être à travers un courriel? Est-ce que ça va être dans un événement public où est-ce qu'il y a plusieurs personnes ou est-ce que ça va être directement un à un, par exemple, comme on fait avec un étudiant PER? Ça vous permet de maintenir une ligne directrice aussi dans vos messages. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ou si c'est quelque chose que vous avez vécu dans votre communauté locale, mais souvent, quand vous faites des tables pour le recrutement, tout dépendant de la personne qui parle à la personne qui s'arrête à votre kiosque, on ne dira pas la même chose. Donc, comment est-ce qu'on peut s'assurer que dans la façon qu'on communique, bien, tout le monde a la même information pour que tout le monde ait la même compréhension de c'est quoi un comité local, qu'est-ce que ça fait, puis c'est quoi le UMC, c'est quoi le programme de parrainage d'étudiantes et d'étudiants réfugiés, pour vraiment être sûr que tout le monde a la même compréhension, que tout le monde est sur la même page. Et ça vous permet ensuite d'évaluer et de faire le suivi des résultats de vos efforts. Donc, si vous faites, par exemple, une campagne pour recruter des membres, bien, en ayant votre stratégie de communication avec vos objectifs définis, bien après ça, vous pouvez revenir et dire, OK, notre objectif, c'était de recruter 6 nouveaux membres. Est-ce qu'on a 6 nouveaux membres ou est-ce qu'on n'en a pas? Si on les a, est-ce qu'on en a plus? Qu'est-ce qui a bien fonctionné qu'on peut refaire la prochaine fois? Si on n'a recruté personne, pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné? Est-ce que c'est la manière dont on parlait? Est-ce que c'est la façon dont on l'a présenté? Est-ce que c'est où est-ce qu'on l'a présenté? Donc, si on a mis, par exemple, notre kiosque dans, je ne sais pas moi, le sous-sol proche du centre sportif à Luco, par exemple, au lieu de le mettre dans la cafétéria, est-ce qu'on est vraiment allé chercher le public qu'on voulait? Donc, ça peut jouer sur tout ça, puis ça vous permet, en mettant votre plan tous ensemble, d'être capable de dire qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné, qu'est-ce qu'on peut garder, puis qu'est-ce qu'il ne faut pas qu'on garde. Donc, pour bâtir votre stratégie de communication, quelques étapes. Puis comme je vous dis, ça, c'est vraiment la partie plus formation, mais après ça, je vais me taire puis je vais vous laisser parler, inquiétez-vous pas. Donc, la première étape, c'est de déterminer votre objectif. Donc, c'est la base de tous vos efforts. Donc, avant de produire un outil de communication, avant d'imprimer des affiches, avant de déterminer c'est quoi votre message, il faut se poser pourquoi est-ce qu'il faut qu'on communique? Qu'est-ce qu'on veut obtenir en partageant cette information-là? Donc, si, par exemple, votre objectif, c'est de recruter, bien, il faut que ce soit clair dans la façon dont vous communiquez qu'on n'est pas juste là pour faire beau puis belle, on est là pour recruter des membres, puis c'est ce qu'on veut. Si votre objectif, c'est d'amasser des fonds ou de faire un référendum pour être capable de parrainer plus d'étudiants, bien, il faut que les gens le sachent que vous êtes à la recherche d'argent. Puis que votre objectif, c'est que les gens aillent voter, par exemple, si c'est par processus de vote, ou que les gens achètent certains de vos produits ou fassent un don en argent si vous voulez ramasser plus d'argent sans passer par le référendum. Donc, c'est vraiment en déterminant votre objectif que vous allez être capable de voir les prochaines étapes à suivre. Puis, on y pense très rarement, mais de savoir comment est-ce qu'on veut évaluer les résultats en faisant notre objectif, ça peut vraiment vous aider à mieux planifier votre stratégie. Donc, est-ce qu'on est à la recherche d'un objectif quantitatif? Donc, par exemple, ramasser 5 $ ou recruter 2 membres? Ou est-ce qu'on est à la recherche de, par exemple, si notre objectif, c'est d'informer, comment est-ce qu'on veut calculer l'information, la quantité d'informations qu'on partage? Donc, c'est ce qui va vous aider à guider toute votre stratégie. Donc, par exemple, un objectif, ça pourrait être que votre comité local veut que les frais de scolarité de l'étudiant de PER qui va en temps normal, qui serait arrivé en août ou en septembre, vous voulez que les frais de scolarité de cet étudiant ou de cette étudiante-là soient couverts par votre cégep ou votre université. Donc ça, c'est un exemple d'un objectif
Très clair, on ne veut pas avoir à payer dans notre budget PER les frais de scolarité de l'étudiant qui arrive. Ensuite, la prochaine étape, ça va être de déterminer votre public cible. Donc, à qui est-ce qu'il faut qu'on s'adresse pour être capable d'atteindre notre objectif? Donc, par exemple, si c'est pour du financement, qui est-ce qui va normalement donner de l'argent? Vous êtes tous étudiants ou vous l'avez tous été si vous êtes staff maintenant. Est-ce que les étudiants ont souvent beaucoup d'argent à donner? Pas nécessairement. Parce que les étudiants vont vivre sur un budget, ils ont leurs frais de scolarité à payer, leur appartement, leur nourriture. Donc, si vous voulez faire une collecte de fonds, bien, peut-être que de parler aux étudiants, c'est peut-être pas le public cible idéal. Ceux qui vont donner peuvent être, par exemple, les entreprises, les gens qui viennent d'obtenir un diplôme, qui ont leur premier emploi, puis qui ont une situation financière qui est plus confortable. Ça peut être votre famille, vos amis, mais souvent, c'est des gens qui ont une situation financière qui est plus stable que celle d'un étudiant. C'est pas pour dire qu'il ne faut pas faire de campagne de financement sur le campus. Il y a des étudiants qui ont les moyens de donner, mais il y en a beaucoup qui peuvent se sentir inconfortables simplement parce que leur situation financière personnelle n'est pas assez stable pour donner. Si vous faites du recrutement, par exemple, c'est quoi le profil des gens qui vont habituellement se joindre au comité local? Ou encore, c'est qui les gens dont vous avez besoin? Donc, disons, par exemple, le poste à combler dans votre comité local, c'est quelqu'un qui est bon en engagement du public ou quelqu'un qui est bon pour gérer un budget. Donc, c'est quoi les qualités ou les compétences que vous recherchez chez ce type chez les membres que vous voulez recruter si vous n'êtes pas à la recherche de membres généraux? Puis où est-ce que vous pouvez aller trouver ces personnes-là? Ou encore, si c'est pour faire des activités de sensibilisation, bien, si vous faites, par exemple, je ne sais pas, on va y aller, si vous faites quelque chose sur Instagram, vous voulez vous voulez participer à un mouvement sur les médias sociaux en utilisant un hashtag particulier, ben, c'est fort probable que les gens de 50, 60 ans et plus, ils ne participent pas parce qu'ils ne sont pas nécessairement sûrs de c'est quoi Instagram. Donc, dans ce cas-là, peut-être qu'Instagram, ce n'est pas la bonne place pour faire ça si vous visez les gens de 50, 60 ans et plus. Mais par contre, si vous visez les jeunes, vous avez TikTok, vous avez Snapchat, en tout cas, vous les connaissez encore plus que moi. Je suis rendue dans les vieilles. Donc, tout dépendant, c'est qui votre public, à qui vous voulez parler, bien, il y a certaines plateformes qui vont être, plus ouvertes. Donc, si, par exemple, vous voulez parler à vos professeurs, puis que vous pensez que c'est eux qui peuvent avoir un impact pour atteindre l'objectif que vous voulez, bien, probablement publier quelque chose sur TikTok, ça ne fonctionnera pas nécessairement pour joindre vos professeurs. Peut-être que leur envoyer un courriel, ça va être plus efficace. Donc, c'est ça, de choisir votre public en conséquence de votre objectif. Donc, si je reviens à mon exemple, qu'on veut que les frais de scolarité soient couverts par le cégep ou l'université pour le prochain étudiant PER, ben, le public cible, ça va être la personne dans l'école qui s'occupe de gérer les frais de scolarité. Donc, soit quelqu'un au département des finances ou quelqu'un au niveau de l'administration, du département des admissions, qui gère ce genre de paiement-là et qui a le pouvoir de dire oui, OK, on peut lever les frais de scolarité ou non, on peut pas. Donc, dans ce cas-là, ça va être vraiment c'est cette personne-là qui a le pouvoir de prendre une décision. Donc, vous allez vous chercher un autre public cible, par exemple des professeurs ou d'autres étudiants pour qu'ils supportent votre cause, pour que quand vous arrivez à la personne qui s'occupe de gérer les frais de scolarité, bien, vous pouvez dire il y a plus de 50% des élèves de mon école, plus tous les professeurs de ce département-là, qui soutiennent ma demande, qui m'appuient dans ma démarche. Voici, par exemple, une lettre signée par toutes ces belles personnes-là pour vous montrer à quel point, dans l'école, au niveau des étudiants, au niveau des profs, on supporte le projet, le programme d'étudiantes et d'étudiants réfugiés.
Et finalement, j'en ai déjà parlé un peu, mais les méthodes et les plateformes utilisées vont varier. Donc, c'est vraiment très important d'identifier où est-ce que ça peut aller rejoindre votre public cible, puis comment est-ce que ça peut aller le rejoindre. Donc, quelle plateforme est-ce que votre public cible utilise le plus? Les médias sociaux sont quand même assez populaires, surtout en ce moment quand on ne peut pas faire rien en personne. Mais il y a certaines personnes qui vont regarder beaucoup plus leur courriel que leur Facebook. Donc, tout dépendant, c'est quoi votre objectif? Par exemple, si on revient à l'administration, la personne qui s'occupe de gérer les frais de scolarité, bien, de rédiger une lettre en personne avec les détails de la demande que vous allez lui porter, ou encore d'envoyer un courriel, ça a probablement beaucoup plus de chances de fonctionner que de lancer un appel général sur Facebook, parce que l'administration n'ira pas vérifier votre Facebook personnel pour voir les demandes qui lui sont envoyées. Donc, il faut passer par des méthodes ou des plateformes qui sont plus traditionnelles pour ces personnes-là. Mais encore là, si vous voulez rejoindre les jeunes de votre cégep ou de votre université, bien là, peut-être qu'Instagram ou Snapchat ou Facebook devient plus utile, ou de faire quelque chose en personne quand ce sera permis va être plus utile, disons, dans la cafétéria, où est-ce que tout le monde passe à chaque jour pour augmenter votre visibilité. Si la personne que vous visez, je ne sais pas, vous voulez faire de la sensibilisation pour l'accès à l'éducation pour les personnes réfugiées, puis en ce moment, le gouvernement du Canada travaille beaucoup sur cette question-là, puis vous voulez dire au gouvernement du Canada, ben oui, c'est important de supporter l'accès à l'éducation pour les réfugiés. En tant que citoyen résident permanent et même étudiant international, vous pouvez faire valoir votre point de vue. Donc, pour rejoindre un membre du gouvernement, bien, dans ce cas-là, si c'est par les médias sociaux, ça va être sur Twitter ou Facebook, où est-ce que vous pouvez taguer ou identifier votre délégué, votre représentant gouvernemental, ou encore de lui envoyer un courriel ou les bons vieux appels téléphoniques. On les sous-estime de plus en plus, mais pour certaines personnes dans leur secteur de travail, les appels téléphoniques sont encore ce qui est le plus efficace. Donc, prendre 5, 10, 15 minutes pour aller jaser en personne, de vive voix, à distance, avec une personne, ça peut être une méthode aussi qu'il faut considérer pour communiquer. Ou si encore, votre objectif, c'est vraiment juste d'informer et de partager une histoire. Donc, je ne sais pas, moi, l'étudiant PER vient d'arriver, vous avez pris une photo à l'aéroport, vous êtes fier parce que c'est votre premier parrainage. Ben, vous avez, pas de problème, Yula, bonne journée. Donc, vous avez accès à, je ne sais pas moi, un journaliste qui est intéressé à partager votre histoire. Ben, dans ce cas-là, vous ne pourrez pas nécessairement mesurer l'impact de cet article-là, mais vous allez avoir toutes les personnes qui lisent le journal qui vont avoir une chance de lire votre article puis de partager votre histoire. Et finalement, déterminez votre ou vos messages clés. Donc, communiquer, c'est beau. Savoir comment, où, quand, à qui. Mais qu'est-ce qu'il faut dire? Ça, c'est souvent la partie la plus difficile à identifier parce qu'on voudrait tout dire. Mais si vous voulez recruter quelqu'un, vous ne pouvez pas passer 30 minutes à lui expliquer toutes les belles choses que vous faites avec votre comité local. La personne, elle va s'en aller avant que vous ayez fini les 5 premières minutes. Si vous voulez obtenir du financement, vous ne pouvez pas écrire une lettre de 30 pages à la personne que vous voulez qui donne de l'argent, parce que la personne, elle lira pas les 30 pages. Donc, il faut être capable d'identifier c'est quoi les messages clés, puis d'être très clair et succinct dans les choses qu'on communique. Donc, de base,
Vous avez probablement déjà vu ça. Même principe que quand vous rédigez un texte en français, on identifie le problème, on dit pourquoi c'est important que ce public, que les personnes se soucient de ce problème-là, puis on finit avec une action. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, problème. Ce qui est un peu problème, c'est votre introduction. Vous avez votre mise en contexte avec pourquoi est-ce que c'est important. Puis on conclut avec, je vous ai dit tout ça, voici ce que vous pouvez faire maintenant. Donc, si c'est pour une campagne de financement, on donne. Donc, si je reviens avec mon exemple des frais de scolarité pour l'étudiant parrainé qui s'en vient. Donc, on peut dire, par exemple, c'est quoi le problème? Bien, le problème, c'est qu'il y a seulement 3 % des réfugiés à travers le monde qui ont accès à une éducation postsecondaire. Donc, c'est clair, c'est précis. C'est ça le problème. 3 %, c'est pas beaucoup. Pourquoi est-ce qu'il faut s'en soucier? Bien, parce que nous, avec notre comité local, on est un groupe d'étudiants, d'étudiantes qui sont mobilisés, qui sont engagés à l'échelle internationale. Puis, on a amassé des fonds pour nous assurer qu'on puisse permettre à une personne, une jeune réfugiée, de venir s'installer au Canada et poursuivre ses études ici. On est vraiment content de pouvoir les accueillir dans une communauté qui est diverse, qui est inclusive, pour que cette personne-là puisse poursuivre ses études. Puis, on est extrêmement content que l'université offre son support et soit committed, soit engagée à supporter l'appui qu'on donne aux populations qui sont plus vulnérables. Donc là, vous venez comme on dit, de caresser dans le sens du poil l'université ou le cégep pour obtenir ce que vous voulez, c'est-à-dire que les frais de scolarité soient levés. Et donc, on finit avec le « qu'est-ce qu'on peut faire ?» Bien, ce que vous pouvez faire en tant qu'université, en tant qu'administration, c'est de nous aider à atteindre l'objectif de parrainer un étudiant ou 2 ou 3 ou 4 par année en couvrant pour nous, en offrant gratuitement les frais de scolarité, l'hébergement, les dépenses reliées à la vie universitaire ou à la vie collégiale pour nous aider à atteindre notre objectif. Et qu'est-ce que ça représente en termes de fonds? Bien là, ça dépend de votre cégep. Donc, au cégep, je ne me trompe pas, c'est autour de 300 $ comme frais de scolarité. À l'université, on tourne autour de 3 000. Donc, ça dépend de votre institution, mais vous avez vos 3, c'est quoi le problème, pourquoi c'est important, puis qu'est-ce qu'on peut faire, puis votre lettre prend à peu près une demi-page. Donc, vous pouvez rajouter un petit peu de fluffy autour, mais c'est très clair, c'est très succinct, c'est facile à lire, puis les gens ne se perdent pas dans les explications de ben, d'où vient ce réfugié-là, dans quel pays on travaille, pourquoi est-ce que c'est important de faire ça, c'est qui cette personne-là, d'où est-ce qu'elle va venir, c'est quoi son historique, est-ce qu'elle a vécu des conflits, est-ce que... Puis là, vous perdez la personne. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié cette slide-là. Donc, vous avez une des premières questions qu'on va vous poser avant même de tomber dans votre stratégie de communication. C'est en fait, c'est quoi le UMC? Puis souvent, on va chacun répondre à notre manière. Donc, quand on a une stratégie de communication, comme je vous disais au début, c'est important. L'image de marque est importante. C'est important aussi d'avoir des messages clés, d'avoir une stratégie de communication qui est alignée. Donc, même si votre stratégie de communication vient de l'intérieur de votre comité local, bien, si les comités locaux, disons à l'UQO, à Lévis-Lauzon, puis au Cégep du Montréal, ne disent pas la même chose, bien, c'est un petit peu bizarre. Parce que si quelqu'un est au Cégep de Lévis-Lauzon, puis après ça, s'en va étudier à l'UQO, puis il dit « Ah oui, il y avait un comité local à mon cégep, on faisait ça. »
Puis la personne à l'UQA a dit « Oui, mais ici, nous, on fait ça. » Je dis, ben, pourquoi vous n'êtes pas un comité là? C'est pas la même chose. Alors que ça devrait être très similaire en termes de qu'est-ce que les comités locaux font. Donc, en fait, le message clé qu'on veut partager avec vous quand vous parlez de l'EUMC, puis ça, vous allez l'avoir textuellement dans le PowerPoint après qu'on va partager, donc pas besoin de vous dépêcher à l'écrire si vous prenez des notes. Mais en gros, la phrase qui englobe tout ce que l'EUMC fait, c'est l'EUMC est un organisme canadien sans but lucratif ou à but non lucratif qui œuvre à la création d'un monde meilleur pour tous les jeunes. Donc ça, c'est notre vision. Ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec un réseau diversifié d'étudiants et d'étudiantes, de volontaires, d'institutions académiques ou d'institutions d'éducation, d'administration publique et d'entreprises qui partagent une vision commune. On favorise des solutions axées sur les jeunes, l'éducation, l'autonomisation et les opportunités économiques qui leur sont présentées pour surmonter les inégalités et l'exclusion sociale dans plus de 25 pays en Afrique, en Asie et dans les Amériques. Et là, comment, parce que ça, c'est très général, donc comment est-ce que vous pouvez ramener ça à votre campus? Par exemple, le réseau des comités locaux au Canada de l'EMC permet à plus de 130 jeunes réfugiés. Donc, avec le jeune, vous faites le lien avec le meilleur monde pour tous les jeunes plus global de l'EMC. Bien, on permet à 130 jeunes réfugiés de poursuivre leurs études postsecondaires au Canada à travers le programme d'étudiantes et d'étudiants réfugiés. Puis là, vous avez votre introduction de l'EMC faite en à peu près 45 secondes. Mais comme vous faites partie d'un comité local, vous représentez la marque de l'EUMC, vous représentez l'organisation. Donc, c'est pour ça qu'on demande, en termes de, justement, pour qu'on soit toujours constant au niveau de notre logo, au niveau de nos couleurs, j'en ai parlé au début de l'atelier, on vous demande d'utiliser toujours le logo des comités locaux. Donc, vous pouvez voir sur l'image, en termes de c'est quoi le nom que vous utilisez pour votre comité local sur Facebook. Donc là, c'est en anglais, je n'ai pas trouvé d'exemple, j'ai pas eu le temps de trouver un exemple en français, mais WUSC Carleton pour l'Université Carleton, donc ça pourrait être UCO ou EUMC UCO, EUMC Cégep de Lévis-Lauzon, EUMC Cégep du Vieux-Montréal, au lieu d'utiliser PER. Pourquoi? Parce que PER, c'est un programme, c'est opéré par l'EUMC. Donc, vous n'êtes pas un comité local d'un programme, vous êtes un comité local d'une organisation. Fait que ça aide vraiment à sentir qu'on fait partie d'un réseau qui est national, puis même qui est international, parce qu'on a des comités locaux de l'EUMC ailleurs dans le monde aussi, donc au Burkina Faso, au Ghana, puis même au Malawi. Donc, c'est vraiment de sentir qu'on fait partie de ça en utilisant le même logo, en utilisant les mêmes couleurs. Donc, il n'y a rien de plus puissant de voir une marée de chandails bleus arriver, par exemple, à un événement en personne, tout en portant leur chandail de l'EUMC avec l'éducation change de monde en avant. Donc, on respecte les couleurs, on utilise le bon logo, c'est-à-dire le logo des comités locaux et non le logo de l'EUMC directement, juste parce qu'on est deux entités différentes. Donc, les comités locaux sont des délégués un peu de l'EUMC ou l'EUMC fait des petits, si je peux dire en bon français. Donc, chaque comité local est une entité à part entière. Donc, vous gérez vous-même votre programme d'étudiantes et d'étudiants réfugiés sur le campus, d'où l'importance d'utiliser un logo qui vous appartient parce que ce que vous faites avec le PER sur votre campus, c'est pas la même chose que nous, on fait avec le PER. Donc, on n'a pas les mêmes responsabilités dans un comité local qu'au bureau maire de l'EUMC. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire la différence aussi dans la manière qu'on en parle et qu'on présente les comités locaux versus l'EUMC parce que le travail que vous faites il complémente celui qu'on fait. Donc, nous, on fait le recrutement, on fait la sélection, on fait les papiers on fait la paperasse pas intéressante. Puis vous avez la partie de fun d'accueillir les gens, puis de leur parler, puis de les rencontrer en personne. Donc, c'est une continuation du travail que nous, on fait, mais il faut les voir quand même comme deux choses séparées.
Puis, il faut aussi s'assurer que les messages soient reliés et alignés avec le travail de l'EMC. Donc, un exemple qu'on a vu dans les dernières années, par exemple, c'était un comité local qui voulait organiser des soirées de sensibilisation qui n'étaient pas reliées à une thématique de l'EMC. Donc, on comprend que vous êtes passionné à propos d'autres choses. Donc, dans ce cas-là, c'était je ne sais pas, je peux prendre. Vous voulez organiser un événement sur la fonte des glaciers. On sait que c'est très important. L'environnement, c'est clé, surtout en ce moment. Mais la fonte des glaciers, c'est pas quelque chose sur lequel l'EMC travaille. Parce qu'il faut, si on pouvait travailler sur tout, on le ferait. Mais la fonte des glaciers puis sauver les ours polaires, c'est pas une mission qu'on a. Donc, vous pouvez être passionné, c'est très important qu'il y ait des gens qui soient engagés là-dessus, mais lorsque vous parlez au nom de votre comité local, puis que vous faites du recrutement, que vous faites des activités de collecte de fonds, ben, il faut vous assurer que ce que vous dites à propos de l'EMC puis à propos de votre comité local, ben, ça rejoint vraiment le travail qu'on fait. Donc, même si j'adore les ours polaires, c'est pas quelque chose qui s'applique dans le cadre du travail qu'on fait. Donc, on essaie de rester centré et aligné sur ce qui est important pour l'organisation puis pour le comité local. Mais vous êtes absolument invité à rejoindre le groupe environnemental de votre campus si les ours polaires et la fonte des glaciers, c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais de faire ça, c'est dans votre vie privée, vie personnelle, plutôt que dans la vie publique du comité local. Un point que je vais mentionner justement pendant que vous travaillez sur des messages clés, pendant que vous travaillez sur la manière dont vous allez communiquer, il y a certains points qui sont importants à garder en tête pour communiquer d'une manière qui est éthique et qui est responsable aussi. Donc, certains points à garder en tête, par exemple, c'est d'utiliser des images qui sont pertinentes, mais surtout qui mettent en valeur la situation ou la personne qui est présentée. Donc, un exemple, vous avez sûrement vu, si j'y vais vraiment avec un exemple générique de développement international, mais souvent, les images que vous allez voir passer, par exemple, pour des collectes de fonds pour aider des enfants sur le continent africain, ben, vous allez voir un jeune enfant noir, souvent qui a des mouches qui tournent autour de sa tête ou qui est dans un bidonville ou qui a des vêtements qui sont déchirés. Donc, c'est pas une photo qui représente clairement la situation de certains pays africains. Oui, c'est une réalité, mais on essaie vraiment de rester au niveau des communications qui sont positives. Donc, au lieu de montrer un enfant qui est affamé, qui a l'air pauvre, puis qui habite dans un endroit qui n'est pas nécessairement le plus propre qui soit, ben pourquoi pas montrer un enfant qui est à l'école, un enfant qui apprend, un enfant qui est content d'avoir un livre en avant de lui, de montrer que l'enfant, il n'est pas juste là pour être pris en photo, mais que cet enfant-là, il a la capacité d'apprendre, il a la capacité de changer le monde si on lui en donne les moyens. Donc, même si l'objectif de partager cette image-là est le même, vous avez deux images qui sont complètement différentes. Une qui met beaucoup plus en valeur puis qui montre la force puis les capacités, les compétences, les aptitudes des jeunes avec qui on travaille, par exemple. Au niveau du langage... Excuse-moi, Sophie. Oui. Ben, si je te comprends là, tu voulais dire que si on veut adresser un message, il ne faut pas chercher des points morts pour adresser un message, mais quand même, il faut chercher des points qui sont positifs aussi, ou qui sont positifs pour adresser un message. Oui, absolument. Okay. Souvent, en fait, c'est un débat en termes de comment est-ce qu'on partage les images. C'est pas... Nous, c'est l'option avec laquelle on a décidé d'aller, mais vous allez voir beaucoup d'autres organisations qui utilisent encore des images pour aller chercher les sentiments. Donc, de voir un enfant qui est pauvre,
ben, c'est sûr qu'on va chercher au niveau de la pitié, on va chercher au niveau de la compassion, on va chercher au niveau du sentiment parental. Si vous avez des enfants ou si vous connaissez quelqu'un qui a des enfants, un enfant, c'est précieux pour une communauté. Donc, en utilisant l'image d'un enfant qui est triste, qui est pauvre, qui a de l'air, qui a l'air qui n'est pas heureux et qui a l'air d'avoir besoin d'aide, les gens sont souvent plus portés à donner. Mais nous, c'est pas l'image qu'on veut montrer. On veut montrer l'image d'une communauté qui est forte, d'une communauté qui a juste pas eu les opportunités nécessaires. Donc, par exemple, dans le contexte des réfugiés, souvent, ça va être des gens qui sont, on va voir dans plusieurs photos, des gens qui sont empilés dans les tentes, des gens qui ont l'air désespérés, des gens qui sont mal nourris, des gens qui n'ont plus d'espoir. Mais en fait, si vous mettez les pieds dans un camp de réfugiés un jour, ces gens-là, les gens sont pleins de vie. Les gens ont accès à l'école primaire, l'école secondaire, les gens se créent des emplois, les gens jouent, les gens... Donc, c'est pas le fait que la personne n'ait pas les capacités de faire quoi que ce soit, c'est simplement le fait que cette personne-là s'est retrouvée dans un contexte qui était hors de son contrôle et qui a fait que cette personne-là a dû fuir le contexte dans lequel elle et sa famille vivaient pour se ramasser dans un camp de réfugiés. Mais il y a des docteurs, il y a des gens qui avaient commencé leur doctorat, il y a des gens qui avaient fait des études, il y a des gens de plein de backgrounds différents. Donc, d'y aller en montrant des photos de gens affaiblis, de gens tristes, de gens qui ont l'air de vivre la misère, c'est pas une image positive. Les personnes dans les camps de réfugiés, c'est sûr que vous avez une variété, là, on généralise aussi, mais vous avez une variété de personnes, d'expériences, de background, d'intérêts, de qualités, de compétences qui se sont juste retrouvés là, malheureusement, parce qu'il s'est passé quelque chose dans leur pays d'origine puis qu'ils ne pouvaient pas rester. Donc, on veut montrer la force de ces gens-là et non leur faiblesse, parce que c'est pas quelque chose qui est dans notre contrôle, c'est quelque chose qui est hors de leur contrôle, qui est arrivé. Ça pourrait nous arriver à n'importe qui. Donc, ça pourrait arriver au Canada où est-ce que, disons, il y a une guerre qui éclate et qu'on est obligé de fuir. Bien, c'est pas parce qu'on est une population qui est incapable, c'est parce que le contexte fait que pour sauver nos vies, on doit s'en aller. Donc, c'est ça qu'on veut montrer. C'est la beauté des gens, c'est le potentiel, c'est montrer tout ce que les personnes qui sont réfugiées en ce moment peuvent apporter au Canada en venant s'installer ici puis en leur donnant l'opportunité de poursuivre leurs études. Donc, c'est d'essayer de trouver le côté positif de la chose puis de montrer, par exemple, on voit beaucoup dernièrement des photos de jeunes entrepreneurs qui vont utiliser, je ne sais pas, des bouteilles de plastique usagées pour faire des gilets de sauvetage, pour faire des canaux, pour faire construire des maisons, etc. Donc ça, c'est de montrer les capacités, c'est de montrer toute la force qu'il y a et la débrouillardise puis le leadership de certaines populations avec qui on travaille, comparativement à justement montrer quelqu'un qui... donc, l'image a vraiment un pouvoir qui est important, mais le langage aussi qu'on utilise. Donc, une formulation qu'on répète très souvent, c'est au lieu de dire notre étudiant réfugié, quand vous faites partie d'un comité local, l'étudiant, il ne vous appartient pas. Il n'est pas à vous, il n'est pas à votre cégep, c'est une personne, c'est un individu. Donc, quand on parle de l'étudiante ou de l'étudiant réfugié, c'est la personne, cet étudiant-là. Si on a la permission de donner son nom, on peut dire « Ah, ben c'est Joseph, c'est Hamed, c'est... » Mais cette personne-là est une personne à part entière, donc ne pas s'approprier cette personne-là, c'est aussi très, très important dans les communications. Donc, si vous regardez la photo qu'il y a comme exemple, en fait, cette photo-là, on l'utilise comme exemple parce qu'elle est très inclusive, les gens ont l'air heureux,
on ne peut pas nécessairement identifier qui est la personne réfugiée. On voit le nom, le prénom de la personne sur la photo, mais il faut s'assurer d'avoir obtenu la permission de la personne pour dire est-ce que c'est correct si ton nom apparaît sur notre publication, si on mentionne ton nom à l'administration, est-ce que c'est correct si on utilise ta photo pour partager le travail qu'on fait? Et c'est possible que la personne dise non. Donc, vous ne connaissez pas nécessairement tout le background de cette personne-là, pourquoi elle a fui son pays. Donc, il y a des considérations aussi au niveau de la sécurité de cette personne-là. Donc, certaines personnes sont recherchées à travers les médias sociaux, ils peuvent les trouver. Et donc, la persécution qu'ils vivaient dans leur pays d'origine peut venir les rattraper au Canada avec la beauté et la non-beauté de l'Internet. Donc, très important de s'assurer de respecter la vie privée et les droits des personnes qui sont impliquées toujours en demandant la permission avant de même prendre la photo. C'est aussi important de reconnaître vos limites, les biais que vous pouvez avoir. Donc, vous êtes des étudiants, vous êtes dans un contexte canadien, vous avez votre expérience personnelle, mais vous travaillez avec des personnes qui ont vécu des choses complètement différentes, souvent de ce que vous avez vécu, et qui, même si vous provenez d'un contexte de réfugiés, vous aussi, vous êtes un immigrant international, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas une seule histoire. Donc, quand on dit de partager l'histoire des réfugiés, bien, chaque réfugié a son histoire individuelle. Donc, il faut faire très attention aussi quand on vient parler des enjeux qui touchent les personnes réfugiées, parce que ce n'est pas tout le monde qui va avoir la même expérience. Il y a des gens qui sont partis volontairement, il y a des gens qui ont été forcés de partir, il y a des gens qui sont nés dans des camps, alors qu'il y a des gens qui habitent là depuis seulement 1 an, 2 ans. Il y a des gens qui ont des études, il y a des gens qui n'en ont pas, il y a l'orientation sexuelle, le genre, c'est toutes des choses qui peuvent jouer dans l'impact que l'histoire a sur cette personne-là. Donc, toujours, c'est ça, porter attention aux mots que vous utilisez, au ton, puis pas nécessairement vous approprier l'histoire que vous racontez, mais vous assurer que vous dites, de dire, bien, voici l'histoire d'une personne réfugiée en particulier. Puis ça, c'est le changement que nous, on apporte au Canada en travaillant avec notre comité local. Ah, la vidéo apparaît sur le dessus. Intéressant. Donc, il faut aussi s'assurer de ne pas perpétuer certains stéréotypes. Donc, on l'a vu avec la photo. Par exemple, vous avez entre montrer une photo d'enfant dans un bidonville ou montrer une photo d'enfant dans une école, dans l'école, on vient déconstruire certains stéréotypes, comme de quoi les enfants sont analphabètes dans certains pays plus pauvres. Donc, il y a des opportunités d'accès à l'éducation. Il faut juste que ces opportunités-là soient présentes avec les différentes populations. Ou un classique que j'aime bien et que j'ai entendu très souvent dans ma vie et que j'entends encore beaucoup, c'est que l'Afrique est un pays et non un continent. Donc, de simplement venir déconstruire ce stéréotype-là qu'en Afrique, il y a une seule population, que tout le monde est dans le même pays, puis que ça parle une langue, l'Afrique, ça a une culture. Donc, de venir déconstruire ce stéréotype-là en parlant aux gens de la variété de cultures, de la variété de personnes, de langues qui sont parlées, de traditions, de tout ce qui est différent selon les pays, puis même à l'intérieur de certains pays d'Afrique, dans différentes régions, il y a énormément de différences. Donc, d'être capable de reconnaître aussi puis de souligner cette diversité-là pour justement déconstruire les stéréotypes. Puis, je vais le mettre dans le chat, mais je ne vous demande pas de l'écouter en ce moment. Mais quand vous aurez une chance, je trouve que c'est un petit vidéo humoristique sur les stéréotypes. Ça parle de la Norvège et de l'aide que l'Afrique veut lui apporter parce qu'il fait trop froid en Norvège et les Africains ont beaucoup de chaleur à partager.
Mais ça peut s'appliquer aussi au Canada plutôt qu'à la Norvège. Donc, prenez quelques minutes éventuellement pour regarder cette vidéo-là. Donc, je vais revenir. Il nous reste 5 minutes à l'atelier avant que je vous laisse partir. Je vais vous poser la question selon... Puis là, je sais que vous n'avez pas eu accès à prendre des notes dans le document. Je vais m'arranger pour que ce soit quelque chose que les autres dans la session de cet après-midi en anglais puissent faire pour que ce soit plus pratique. Mais en fait, quand vous pensez à votre stratégie de communication que vous avez développée tantôt pour ramasser des fonds, est-ce que dans vos messages, il y a certaines considérations éthiques que vous pourriez ajouter?